Lao Tse, le vieux maître chinois, disait « L'échec, c'est le fondement de la réussite ». Et je crois que cette phrase ne peut pas mieux résumer la table ronde qui va se dérouler maintenant. Une table ronde qui va être animée par la journaliste économique Capucine Grabi. Je ne sais pas si elle... Ah ben voilà, elle est là au premier rang, Capucine. Bonjour, vous êtes d'ailleurs en train d'écrire un ouvrage sur l'échec, il me semble, chez les entrepreneurs du numérique. Vous pouvez venir sur scène. Hein. Donc bonjour Capucine. Vous aurez avec vous aujourd'hui pour parler de l'échec 4 personnes. Gilles Babinet, Pierre Kosciusko-Morizet, Valérie Descamps et Sébastien Bazin. C'est d'ailleurs très désagréable de parler avec une voix dans l'oreille. Voilà Capucine, je vous laisse la parole. Mais je vous en prie, venez, ne me laissez pas toute seule. Alors... Bonjour. Gilles est tombé de son lit. Ouais, c'est pas réveillé. Il n'est pas tombé, justement. Mince, c'était ma première question, Gilles. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. 28 années d'échecs successifs avant de devenir président des États-Unis. 28 années de tragédie personnelle, de dépression nerveuse, de faillite, en passant par un échec aux élections sénatoriales, qui vont finalement se terminer en apothéose. Eh bien, je vais parler d'Abraham Lincoln, qui est élu président des États-Unis en 1860. Voilà un exemple parmi d'autres, parmi tant d'autres, qui nous montre que l'échec peut intimement être lié à la réussite. Et c'est donc ce qu'on va essayer de décrypter pendant ces 30 minutes de table ronde. Je voudrais insister sur un point, Aude. Il fallait oser l'échec, oser une table ronde sur l'échec dans un pays comme la France où l'échec est encore un mot terriblement tabou. Mais lentement, mais sûrement, les choses sont en train de changer, peut-être sous l'impulsion d'une entreprise qui a eu à la fois le flair et l'audace de créer une conférence sur l'échec, la Failcon, depuis 2011 en France. Cette entreprise, évidemment, est américaine puisqu'il s'agit de Microsoft. Alors, pour en parler, je vais vous présenter brièvement, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément, 4 entrepreneurs, entrepreneuses, hommes d'affaires qui ont, et c'est important de le souligner, tout de suite accepté de participer à cette conférence sur l'échec, ou même demandé à participer à cette conférence qui traduit un changement de mentalité. On va y revenir. Donc, à ma gauche, Sébastien Bazin, vous avez 51 ans, vous êtes directeur pour l'Europe du Fonds Colony Capital depuis une quinzaine d'années. Et vous avez été notamment médiatisé en 2006 lorsque Colony est devenu actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain, club que vous avez dirigé à partir de 2009. Gilles, eh bien, il n'est pas là. Donc on passe directement à Pierre, qui va donc avoir 35 ans, le plus jeune de toute la bande, qui a déjà revendu son bébé Price Minister en 2000 au japonais Rakuten. Price Minister, 2010, un des plus... 2010. Hein 2010. 2010, C'est ce que vous qu'est-ce vouliez j'ai dire, dit 2000. Ah oui, non, allez, je suis pas du tout réveillée. Et donc vous êtes toujours PDG de Price Minister. Et Valérie Descamps, 44 ans, vous êtes PDG de la Tribune entre 2010 et 2012. Vous avez été préalablement chef de pub chez Énergie. Et puis vous avez lancé avec succès le gratuit métro en France. Alors, ma première question était pour Gilles, mais je vais la poser à Pierre. Non, je vais commencer par vous, Valérie. Non, c'est dommage, j'étais prêt, je la sentais bien. C'est vrai. Non, mais justement, je parlerai plus tard. Non, je pense que ça va pas aller. Ce que vous considérez comme votre échec, vous ne vous en cachez pas, c'est le dépôt de la Tribune, c'était le mois dernier. Moins de 2 mois après ce dépôt de bilan, vous avez déjà rebondi. Est-ce que vous avez pour autant déjà accepté votre échec ? Oui. Je l'ai accepté. Pour autant, il faut, je pense, encore un petit peu de temps pour comprendre et en tirer l'enseignement global pour que justement l'échec ne reste pas un échec, mais plutôt un enseignement et un enrichissement en termes d'expérience. Mais je dirais que l'échec, quand on le vit, quand on le subit, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on l'a anticipé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la situation de la Tribune était quand même une situation extrêmement compliquée. Qui imposait de prendre un certain nombre de décisions, notamment des décisions administratives de procédure de sauvegarde. Donc, je dirais que les 12 derniers mois à la Tribune, il y avait en permanence cette possibilité de trouver de l'argent, de s'en sortir, mais aussi de ne pas en trouver, de déposer le bilan. Donc,
on intègre quand même, je pense, en tant qu'entrepreneur. On peut dire que l'échec avait infusé depuis quelques mois déjà dans votre il me semble que esprit. quand on est entrepreneur, on est toujours obligé, pour reprendre un terme très utilisé par les financiers, d'imaginer le worst case. On est toujours obligé de travailler avec une ligne vraiment pessimiste et une ligne plutôt optimiste. Donc, de toute façon, entreprendre, lancer, quand on est dans cet état d'esprit d'entrepreneur, l'échec est forcément intégré comme une possibilité qu'on va absolument vouloir éviter, mais elle fait partie, je dirais, du quotidien d'un entrepreneur. Enfin, de toute façon, quand on entreprend, quelque part, il faut accepter l'idée que l'échec soit consubstantiel à l'idée d'entreprendre. Pour prendre un exemple très commun, un enfant qui apprend à marcher, il tombe plusieurs fois avant. Donc quand on lance des projets, moi j'ai eu la chance, non pas en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, mais aussi bien chez Énergie effectivement que Métro, qui était un lancement assez improbable au départ. Christine Ockrent en sait quelque chose puisque j'ai eu la chance de travailler avec elle à ce moment-là. Il y a une prise de risque, toujours. L'idée évidemment c'est de l'éviter. Mais l'échec, oui, il faut l'assumer, il faut savoir en parler, il faut savoir dédramatiser aussi ce mot en France, parce qu'on a une vision culturelle de l'échec en France, notamment dans l'économie traditionnelle, parce que je trouve que justement sur la net économie, c'est autre chose. Il y a quelque chose de bien qui est en train de se passer de ce point de vue-là, et je trouve que la net économie que représente Jacques-Antoine ou Pierre ce matin, par exemple, sont des entrepreneurs qui ont une culture presque déjà anglo-saxonne parce que leur activité est impérativement globale. Et donc l'échec vu par les anglo-saxons n'a juste rien à voir avec l'échec vu par les Français. Juste une petite anecdote, il se trouve qu'effectivement j'ai déposé le bilan le 1er février de la Tribune. J'ai été appelé par des cabinets de chasse. C'est assez hallucinant la différence de perception entre des cabinets américains et des cabinets franco-français de ce que je viens de vivre. Ça n'a juste rien à voir. Et je pense que c'est un des problèmes. Certains valorisent, j'imagine les Américains valorisent votre échec. En clair, pour les anglo-saxons, l'optimisme l'échec est une expérience quand on l'assume et quand on a réussi à le comprendre, parce que sinon ça sert strictement à rien. Mais c'est vrai que quand on vit un échec comme par exemple le dépôt de bilan de la Tribune, moi j'en ai tiré des enseignements, plus jamais je commettrai certaines erreurs que j'ai commises. Donc c'est là où l'échec devient, je dirais, un plus. Alors que dans, je dirais, l'esprit franco-français au sens le plus traditionnel du terme, mais qui est encore malheureusement majoritaire, l'échec en France est une véritable punition. Depuis le 1er février, ma note Banque de France a été dégradée, et ça pendant 3 ans. Donc on vous fait bien comprendre que quand vous tombez, c'est une véritable punition. Et c'est terrible parce que tant qu'on va punir l'échec en France, on continuera à contraindre l'initiative. Or, notre pays, ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est précisément d'innovation, d'initiative, de prendre des risques dans un monde qui a déjà muté. On en parle tous, mais ça y est, hein, le cycle il est parti. C'est maintenant à nous, humains entrepreneurs, d'adapter nos business models à cette nouvelle dynamique. Donc, l'enjeu, de considérer l'enjeu de l'échec, pour moi, c'est un véritable enjeu culturel. Et je pense que c'est assez déterminant dans la période qui nous préoccupe. Alors Pierre, Valérie disait tout à l'heure qu'elle avait anticipé son échec. Pour bien connaître votre histoire, est-ce que votre échec, votre premier échec, vous l'avez connu lorsque vous étiez encore à HEC. Est-ce que vous étiez un petit peu dans l'excitation, l'euphorie justement des folies estudiantines de l'époque? Est-ce que vous aviez réussi à anticiper cet échec? Est-ce que l'échec a rimé avec précipitation à l'époque? Non, on vit avec. Mais quand on démarre une boîte, on vit avec l'échec. On sait que c'est une des deux phases de la pièce, quoi. Donc après, il y a un moment effectivement où cet équilibre cet équilibre instable devient stable d'un côté ou de l'autre. Et voilà, et on sent le mur qui arrive, quoi. Donc pour Visualis, donc la boîte que j'avais montée en dernière année d'école, j'ai senti le mur. Visualis a bien précédé Price Minister. Oui, c'était en dernière année d'école et la boîte a duré un peu moins d'1 an.
J'ai senti le mur qui arrivait. Mais après, on post-rationalise aussi, donc je me méfie un peu de ça. C'est-à-dire qu'à posteriori, je me dis, quasiment dès le début, j'avais des gros doutes, etc., etc., alors que je me rappelle pas du tout de ça chez Price Minister, mais c'est aussi que quand un truc se passe bien, ben on oublie un peu les doutes qu'on avait et on voit que le côté positif. En revanche, oui, on sent que l'échec devient de jour en jour une possibilité plus forte, et puis à un moment, ben, on commence à préparer l'arrêt de l'aventure. Donc dans le cas de Visualis, c'était une liquidation à l'amiable sans passif, j'ai remboursé les gens, j'ai fermé, je suis parti, mais il y a eu clairement le dernier mois, il était plutôt passé à préparer la fermeture qu'à envisager l'avenir, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce qui vous a appris cet échec? Est-ce qu'il a été fondateur du succès de Price Minister derrière? Ça c'est personnel, chacun a des cas différents. Je pense déjà que je me suis pas brûlé les ailes. Disons que ça n'a pas entamé ma confiance en moi. Je pense que c'est le plus gros risque. Quand on se plante vraiment bien, on peut commencer à douter en se disant je suis pas fait pour ça, en fait je suis con, en fait personne n'a envie de bosser avec moi, etc. Enfin, je pense qu'il faut se poser toutes ces questions-là. Donc j'ai eu la chance d'avoir un passage un peu mou, mais de m'en être sorti. Et puis financièrement, j'avais fait un prêt étudiant que j'ai cramé là-dedans, mais j'avais pas plus de dettes que ça. Et donc quand j'ai retrouvé un boulot, j'ai pu rembourser mon prêt. Donc c'est un peu les deux risques, c'est de partir avec une grosse dette ou de partir avec plus de confiance en soi. Et moi, ce que j'avais appris, c'est plusieurs choses. J'avais appris que moi personnellement, j'étais pas fait pour le B2B. J'étais fait pour. J'avais envie en tout cas d'être dans une boîte qui vende au client final, donc à plein de gens, parce que je voulais pas passer mon temps à aller dans des déjeuners, taper sur l'épaule des gars, les inviter dans des spectacles le soir pour qu'ils veuillent bien être mes clients. Ça m'emmerdait. Donc déjà, je pouvais pas faire ça. Ensuite, je m'étais dit que je pouvais pas être seul en tant qu'entrepreneur, parce que je trouve que c'était pas très. Je m'ennuyais en fait tous les jours. Donc je voulais. Et puis je me suis dit que je serais meilleur avec des gens qui me challengeraient, qui seraient différents, et donc on arriverait à faire plus de choses. Et puis un truc évident que tout le monde lit dans les cours dans les livres d'école, mais que j'avais pas appliqué, c'était que il faut pas avoir un seul fournisseur. Et pour Visualis, j'avais un seul fournisseur de technologie, une technologie de comptage de personnes. Et en fait, c'est mon fournisseur qui m'a planté. Ce qui veut pas dire que c'est pas ma faute, c'est toujours la faute de l'entrepreneur. Mais en l'occurrence, je me suis dit, dans ma prochaine boîte, je veux plein de fournisseurs. Et Price Minister, c'est ça. On a 15 millions de membres et c'est tous des fournisseurs, puis c'est tous des vendeurs en puissance. Donc voilà, c'est un peu les enseignements que j'en ai tirés moi. Mais je connais des gens qui entreprennent tout seuls et qui sont excellents comme ça, qui sont en B2B et ça marche très bien. Enfin après, c'est mieux se connaître qui est important. Hein. On l'a dit tout à l'heure, l'échec est intimement lié au succès. S'il n'y avait pas eu cet échec Visualis, est-ce qu'il y aurait eu le succès Price Minister? Moi, j'avais décidé que je voulais être entrepreneur. Donc de toute façon, j'aurais monté autant de boîtes jusqu'à ce que ça marche, quoi. Donc après, sous réserve de tomber en dépression ou de plus avoir d'argent du tout, oui. De plus pouvoir faire de prêts étudiants, parce que Price Minister, c'était aussi un prêt étudiant. J'ai un moment qui est sympa. Mais donc voilà, donc ça m'a permis de pas faire des erreurs que j'avais fait dans Visualis. Donc ça, c'était génial. Après, je pense que voilà, ça aurait pas été cette boîte, ça aurait pas été cet échec-là, ça aurait été un autre. J'avais vraiment envie de ça. Sébastien Bazin, est-ce que vous diriez que le PSG, c'est votre échec? Ou pas du tout? Je sais pas, c'est ma plus grande leçon en tout cas. Oui, est-ce que c'est un échec? C'est pas un échec financier. Est-ce que je maîtrisais les éléments? Réponse non. Mais il paraît que dans le foot, on maîtrise jamais. Ça c'est sûr. S'il y a une leçon que j'ai à passer à certains d'entre vous, c'est pas qu'on maîtrise pas, c'est que ça fait partie de ces investissements qui sont pas faits pour moi ni pour les fonds d'investissement, puisque vous ne contrôlez pas grand-chose. L'alignement d'intérêts entre l'actionnaire que je suis et le joueur qui est sur le terrain est très faible. D'abord parce qu'il y a plein d'aléas, que ce soit sportif, arbitre, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais en plus, le joueur de football aujourd'hui, dans sa tête et dans son contrat, il est payé pour jouer. Il n'est pas payé pour gagner. Donc quand vous avez gagné un match de foot, le joueur vient vous voir et vous agresse en vous disant « Président, une prime ». Ça veut dire que dans sa tête, le fait de gagner lui vaut un salaire supplémentaire, et ce, tous les samedis soirs. Mais quand il perd, il n'y a pas de problème. Il a un CDD, il garde son salaire. Donc voilà, ça a été un moment très fort. 5 ans, c'est très long. La règle de 2% des investissements pour 80% des emmerdements a été parfaitement respectée. Ça m'a pris 80% de ma tête pendant 5 ans, ce qui est énorme, et c'était vraiment que 2% de mes investissements. Parce que
vous ne faites que réagir à l'événement. C'est-à-dire que vous avez tous les jours, que ce soit le Parisien ou l'équipe, une pleine page sur le Paris Saint-Germain, dans laquelle 50% est totalement inventé, voire erroné, et qui n'a que pour but que de provoquer le lecteur et provoquer l'acteur, de manière à ce que vous puissiez justifier dans le journal le lendemain que ce qui a été écrit la veille était faux. Donc voilà, c'est très lourd. En même temps, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, d'abord j'ai l'impression qu'on a laissé derrière nous quelque chose de bien avec le PSG. C'est certainement un club qui est plus fort aujourd'hui que celui dont on a hérité. Voilà, il y a un centre de formation, il y a une équipe féminine, il n'y a plus de dettes. Il y a, pour ceux d'entre vous qui étaient là, et j'en suis désolé, il y a eu 22 000 abonnés dans lesquels on a arrêté leur abonnement qui existait depuis 25 ans. Ça a été une décision extrêmement difficile, extrêmement lourde, courageuse pour certains, parce que dans les 25 000, il y a vraiment 500 qui sont dangereux. Et je pense que cette décision-là, non seulement elle a été lourde, mais elle a été extraordinairement bénéfique pour essayer de changer les valeurs de ce club, en tout cas qu'elles reviennent au plus haut niveau. Et le Qatar ne serait jamais là si on n'avait pas fait ça. Donc voilà, pour moi, l'échec, c'est que j'aurais jamais dû passer 80% de mon temps dans cet investissement pendant 5 ans. Bon, mais cette force qui est la médiatisation, qui est le fait de jouer tous les samedis soirs, fait qu'on est dans le mouvement constant et que la remise en cause, elle est également constante. Donc ça fait du bien, mais je ne le referai pas. Hein. Alors, Colony Capital est un fonds américain, vous y travaillez depuis une quinzaine d'années, donc vous connaissez bien les différences de culture entre la France et les États-Unis. Valérie en parlait tout à l'heure. Comment expliquez-vous que le patron de Google dise célébrer ses échecs, que le patron de Procter & Gamble dise prendre l'échec comme un cadeau, alors qu'en France, effectivement, on est tout de suite stigmatisé quand on a subi un échec? Parce qu'en France, l'échec de quelqu'un d'autre fait plaisir. Ça a l'air bête. On se complaît dans l'échec de quelqu'un d'autre en disant vous avez vu, il a échoué. Aux États-Unis, il n'y a pas cette haine de l'autre, il y a cette envie de réussir. On est dans un monde complètement différent. Il y a le gadget qu'on entend depuis 40 ans, mais qui est parfaitement exact. On a envie d'avoir la voiture de l'autre. En France, on est véritablement jaloux de la voiture de l'autre. Donc, voilà, vous n'allez pas changer ces 40 ans de culture. Maintenant, ce qui est vrai, Valérie l'a dit il y a 2 minutes, non seulement ça fait plaisir, mais en plus, ça laisse des traces, un échec. C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui vont effectivement vous noter à travers votre échec et qui, si jamais vous allez réussir ou un semblant de réussite plus tard, vont vous rappeler votre échec. Bon, maintenant, je pense que Pierre a raison, c'est une question aussi d'estomac. Si vous avez la personnalité, si vous avez envie d'avancer, voilà, vous savez que vous allez connaître des échecs, vous allez les assumer, vous allez essayer de ne pas faire 2 fois la même erreur, mais c'est pas en soi, il faut savoir aller au-delà de ça. Moi, j'en ai connu pas mal. Hein. Mais mon plus grand échec, je vais vous le dire, je pensais à ça en arrivant, c'est quand pendant au moins 2-3 ans, mes enfants m'ont appelé Papa Fantôme. Ça, c'est un vrai échec. Parce que ces 4 années-là de Papa Fantôme, le retour en arrière, il est impossible. L'échec financier, c'est pas grave. Il vous le disait, mais vous ne changiez pas. Si, je suis revenu, j'ai vendu le Paris Saint-Germain. Vous avez vu, c'est pas si mal. Bah ouais. Bien. Merci les enfants alors. Moi, j'aimerais bien ajouter un truc sur l'échec. Je pense que c'est une posture. En fait, à un moment, on le prend chacun différemment. Et je pense que si on renvoie une certaine image, les gens arrêtent de vous le renvoyer, de vous en parler. Et au fond, je rejoins ce que dit Sébastien. Un entrepreneur envoie une image qui est dérangeante aux autres, parce que au fond, nous, on a tous un peu envie d'entrepreneur. On trouve ça sympa. Donc, quand on voit quelqu'un qui entreprend et qu'on l'a pas fait, on est partagé entre une envie, enfin une jalousie. Et donc, quand on démarre une boîte, on a toujours des gens pour vous dire que c'est pas bien, pour vous dire que vous allez vous planter, etc. Et donc, quand vous vous plantez, ils sont contents quelque part. Ils peuvent dire, tu vois, je te l'avais dit, machin. Mais après, si on reste confiant et qu'on continue à vouloir avancer, ils s'écrasent et puis ils disent plus ça. Donc, à un moment, je suis pas sûr que le côté les Américains c'est super et nous ce soit le plus important. Je pense que le vrai truc, c'est à un moment quand on va de l'avant et qu'on n'écoute pas les cons en question, on avance. Et puis de toute façon, c'est pas eux qui sont intéressants, c'est pas eux qui vont être les associés de la prochaine boîte. Donc moi j'ai vécu ça un peu au début de Price et puis j'ai passé et puis voilà, ça dure quelques mois et après les gens ils parlent plus du truc d'avant. Donc je pense que c'est dur au début, mais c'est pas le plus important sur le long terme, quoi. Valérie, est-ce qu'une société qui n'accepte pas l'échec, qui stigmatise ceux qui ont vécu l'échec, n'est pas justement symptomatique d'une société en souffrance, un peu à l'image de celle dans lesquelles nous vivons aujourd'hui? Ah si, complètement. Et cette société-là a très clairement un sérieux problème. Et il va falloir effectivement ouvrir les yeux très rapidement et ouvrir, en tout cas, changer de mindset.
Pour revenir à l'expérience de la tribune, qui effectivement, on le met sous le thème de l'échec, même si effectivement la tribune aujourd'hui existe encore. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois, dans certaines économies, dans certains secteurs, j'ose tout dire, puisque finalement c'est le concept de la journée, parfois, dans la presse en particulier, les syndicats représentent un véritable frein à l'innovation. Le secteur de la presse est un secteur, à l'instar du monde de la musique, du cinéma, qui a vécu une crise de transformation des usages majeure et qui doit impérativement mener sa réforme. Pour mener sa réforme, évidemment, on ne le fait pas tout seul dans son bureau, on en discute avec les IRP, les instituts représentatifs du personnel et les délégués syndicaux. Tant que ces instances-là ne seront pas plus ouvertes à l'innovation et plus conscientes et responsables de leur rôle dans une réforme essentielle qu'elles doivent, co-gérer avec la direction, eh bien, tant que cela n'existera pas, parfois, le chef d'entreprise que j'étais à la tribune est amené, parce qu'il n'a pas d'autre solution pour mener une réforme profonde, de passer par un dépôt de bilan. C'est terrible, mais on a quand même en France aujourd'hui, dans certains secteurs, à cause aussi de la rigidité du droit social, du code du travail, malheureusement, parfois, on n'a pas le choix de passer par cette étape qui est extrêmement violente, qui est un dépôt de bilan. Et donc qui est vécu évidemment comme un échec, parce que c'est vrai que c'est un échec. Dès l'instant où on ne peut pas continuer son plan, c'est perçu comme un échec. Mais en même temps, la tribune.fr aujourd'hui vit encore. Donc, dans l'échec, déjà, il faut quand même s'entendre sur ce qu'on appelle un échec, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il faut être plus indulgent avec les entrepreneurs et ces étapes, encore une fois, qui font partie du succès. L'échec fait partie du succès. Je pense que c'est important de le dire. Et juste pour finir, je voudrais aussi rajouter, par rapport à ce qu'a dit Pierre Kosciusko-Morizet sur le fait sur certains projets avoir des doutes et sur d'autres aucun. Je rejoins totalement ce qu'il dit, puisque depuis le début quand même sur la tribune, quand même des gros doutes. Chez Métro, par exemple, quand on a lancé le journal gratuit en France, j'ai jamais eu aucun doute. Donc il y a ça aussi, je pense qu'il y a des choses aussi très... Ça, c'est des choses qu'on peut sentir au fur et à mesure en fonction des différentes expériences qu'on a eues. Juste un point, je voudrais qu'on fasse la différence, Sébastien, entre les entrepreneurs de la net économie et ceux de l'économie plus traditionnelle. Vous êtes un peu sur un secteur un peu hybride dans votre fond. Est-ce que vous voyez une différence et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les entrepreneurs du web acceptent mieux, est-ce qu'on peut les qualifier de plus des aventuriers du net qui du coup acceptent mieux cet échec ? Enfin, je pense surtout qu'ils sont plus difficiles à juger par la génération d'au-dessus. Moi, je suis ancré dans quelque chose qui est très politiquement incorrect. C'est qu'il y a eu une génération d'entrepreneurs en France qui ont aujourd'hui 65 à 80 ans, qui étaient Dubreuil, Pélisson, Pierre Fabre, Servier, un certain nombre de gens, BBR à l'époque, qui ont créé des choses formidables. Et il y a eu une génération sacrifiée des 50-65 ans, qui n'ont pas eu la même chance, parce qu'on les a jugés, parce qu'on a voulu les mettre sous tutelle, parce qu'on a voulu les encadrer, parce qu'ils étaient inhibés. Et donc vous avez 15 ans d'âge de vie dans lequel la France n'a pas su réentreprendre, recréer. Et là, à cause de cette mainmise des entrepreneurs. Mais oui, parce que les pères jugeaient leurs fils qui faisaient la même chose. L'économie numérique aujourd'hui fait qu'il y a un manque de repères. Donc ceux qui ont donné des leçons à tout le monde pendant tant d'années n'arrivent pas à juger très vite ce qui se passe. D'abord parce qu'ils ne le comprennent pas, moi non plus je ne le comprends pas. Et deux, parce que quelque chose qui est perçu comme quelque chose qui ne marche pas, tout d'un coup va marcher merveilleusement bien au bout de 3 ans. Et donc cet élan, cet esprit d'initiative, cette audace des 35-45 ans aujourd'hui, merci, heureusement qu'elle existe. Mais je vous promets que c'est aussi une question de oser, parce qu'on rentre dans un univers qui est méconnu. C'est d'ailleurs une espèce de jungle. C'est d'ailleurs toute l'opportunité de cet univers-là, c'est qu'on crée quelque chose qui n'existait pas avant soi. Ce n'était pas vrai dans la génération d'au-dessus.
J'aurais juste qu'on termine, il nous reste quelques secondes, mais Pierre, je voudrais juste insister sur le fait que dans le cadre d'Isaïe, donc le fonds que vous avez créé avec plusieurs associés, vous investissez dans différentes startups et qu'un point essentiel, d'après ce que j'ai compris, c'est l'échec des personnes qui créent ces startups. C'est un atout finalement d'avoir échoué? Oui, clairement. Après, encore une fois, c'est une question d'appréciation, mais moi personnellement, quand je vois quelqu'un qui s'est déjà planté, s'il sait m'en parler en m'expliquant ce qu'il a appris, en m'expliquant pourquoi, en reconnaissant aussi qu'il a fait des erreurs, parce que c'est énervant de voir quelqu'un qui dit ça n'a pas marché, mais j'ai tout fait génial. C'était voilà. Donc quelqu'un qui m'explique que je me suis planté là et là et j'ai appris telle et telle chose, c'est extrêmement rassurant. Et j'ai vécu ça quand j'ai monté ma deuxième boîte et des gens m'ont dit ça, m'ont dit c'est rassurant de voir que voilà, tu t'en as tiré des enseignements, etc. Moi, j'applique ça en tant qu'investisseur. Et c'est vrai que dans l'Internet, c'est particulièrement le cas, puisqu'en fait, souvent, quand on crée une idée, c'est un truc vraiment complètement nouveau, comme dit Sébastien. Et donc, on ne peut pas juste appliquer des règles. Quelque part, quand on ouvre une boulangerie, si on se plante, c'est qu'on n'a pas appliqué des règles qui existaient déjà, quoi. C'est qu'il faut faire du bon pain, il faut être au bon emplacement, machin, n'importe quoi. Mais quand on crée une boîte web sur une idée complètement nouvelle, il n'y a pas de règles puisque le truc sort de nulle part. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on peut pas juger quelqu'un en lui disant tu n'as pas appliqué les grands principes que tout le monde connaît, que tu aurais dû écouter et lire dans les bouquins. C'est plutôt ton idée a pas marché, qu'est-ce que tu en as retiré et donc comment tu vas faire pour la prochaine idée. Et de toute façon dans le web, c'est spécifique, mais on est tout le temps dans l'idée de test and learn, parce que comme on peut tout mesurer, même au sein d'une boîte comme Price ou d'autres, enfin toutes les boîtes web je pense, on passe notre temps à avoir des petits échecs puisqu'on teste, et puis si ça marche pas, on corrige. Donc on est habitué à cette idée-là, ça va avec le web. Merci beaucoup Capucine, merci à tous les intervenants de cette première table ronde.